fondé Cogifu il y a 6 mois. Avec Victor, avant, on était collègues dans la même entreprise. Donc moi sur la partie commerce et Victor sur la partie plutôt technique. Et ce que me disaient mes clients, qui étaient déjà des PME, des ETI, c'est qu'ils voient bien arriver l'émergence de l'IA, mais concrètement, ils ne savaient pas à quoi ça leur servait. Et donc, c'était un peu un manque de cas concrets. Et aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément sur la région des partenaires pour les accompagner. Donc, quand j'ai eu 1 fois, 2 fois, 10 fois des demandes de clients, j'en ai parlé à Victor, il m'a dit tiens, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire. Il m'a dit mais ça, je sais faire. Donc, on s'est dit allez, lançons-nous et on vient de lancer notre entreprise. Donc, en gros, ce qu'on remarque, c'est dans ce type d'entreprise, ils n'ont pas forcément d'experts IA en interne. Ils n'ont pas forcément des budgets pour se faire accompagner par des cabinets type ESN qui maîtrisent bien le sujet. Donc elles sont un peu pour le moment délaissées. Et donc on a notre objectif, notre mission, c'est de venir avec une solution qui est adaptée pour eux. Et donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Parce qu'il y a des gains d'efficacité et de productivité qui sont déjà possiblement immédiats pour eux. Et c'est vraiment ce qu'ils viennent rechercher, c'est automatiser des tâches. Là, ce qu'on leur dit, en fait, faut rester sur du basique, on est sur du très pragmatique. Donc là, c'est un peu les 6 étapes qu'on leur dit. C'est déjà cibler un cas d'usage clair et stratégique. En fait, des fois, quand on va animer des comités de direction, on voit qu'ils fantasment beaucoup l'IA et qu'ils rentrent sur des choses qui sont assez éloignées de leur cœur de métier. Genre, ah ouais, avec l'IA, on pourrait faire ça, etc. Mais au final, ça ne correspond pas à leur cœur business. En disant, commencez vraiment par c'est quoi votre quotidien et comment l'IA, enfin vraiment quelque chose de très pragmatique. Donc, cibler un problème qui est vraiment soit une tâche répétitive, chronophage, anxiogène, ou qui est vraiment limitant dans leur métier, mais n'essayez pas de créer un usage de l'IA. Donc ça, c'est vraiment la première étape et souvent on est surpris de ça. Deuxième point, c'est la donnée de qualité. Forcément, ship in, ship out, ça on connaît. Donc c'est vraiment, est-ce qu'il y a, il y a des entreprises, des fois on leur dit, elles sont pas prêtes, soit pour la donnée, soit des fois sur les process. C'est pareil, il faut bien identifier en fait l'IA, notre outil d'automatisation, ne va pas remplacer un mauvais process. Il faut déjà qu'eux ils savent vraiment exactement ce qu'ils veulent, comment faire pour que nous derrière on puisse automatiser. Donc ça c'est vraiment pareil, très pragmatique. Pareil, l'idée c'est pas de créer une bulle à côté de ce qu'ils ont déjà, c'est plutôt être agnostique et venir se brancher sur leurs outils déjà actuels et que l'IA soit vraiment transversale pour eux. Les équipes, forcément, en fait, on entend souvent des personnes qui ont peur des fois de l'IA, de dire est-ce que ça va mettre en danger mon job. Et donc là, nous, c'est ce qu'on essaie aussi de rassurer, c'est de dire que en fait, c'est l'adoption, c'est savoir utiliser les bons outils qui va donner aussi de la valeur aux collaborateurs d'entreprise. Et donc on les invite vraiment à prendre ce virage et être à l'écoute de ce qui se fait pour justement rester à la page. Souvent, en fait, des fois ils nous disent voilà, idéalement dans mon service on aimerait arriver là à là. Et donc on dit ok, ça c'est la situation idéale et finale, mais on va commencer étape par étape. Donc souvent on découpe le process global en plusieurs tâches et on va déjà automatiser une partie des tâches. Et plus ça va, plus on rajoute. Et du coup, ils voient tout de suite des succès et des gains de productivité à court terme et ça les donne envie d'aller plus loin. Alors que si des fois on se donne un objectif trop ambitieux dès le début, et en fait, soit ça fait peur, ça fait trop de changements d'un coup et du coup les entreprises n'osent pas se lancer. Et voilà, bon ça c'est suivant les équipes, mais c'est arrivé aussi des fois que une personne dans l'entreprise, le DSI ou quelqu'un s'est fait un petit sandbox ou qui vraiment s'est fait plaisir sur l'IA, mais en fait qui n'a pas du tout intégré les métiers. Et en fait, au final, les gens ne l'utilisent pas parce que c'est pas adapté vraiment aux besoins de l'entreprise. Donc il faut vraiment que ce soit utile pour les utilisateurs.
Donc là, je vais vous donner des points communs de clients qu'on accompagne. C'est quel est le point commun entre ces situations d'entreprise. Donc, il y a une entreprise qu'on accompagne, elle doit trouver les composants électroniques de chacune de ces pièces. Il y en a d'autres qui vont devoir faire un benchmark. Voilà, on a pris un exemple d'une voiture par rapport à une analyse concurrentielle. Et il y en a d'autres qui font, ils doivent tous les jours, ils reçoivent des bons de commande et qui doivent les entrer dans leur ERP. Et le point commun entre tout ça, c'est en fait le temps. C'est en fait l'idée, c'est que l'IA peut faire gagner du temps en entreprise sur des tâches qui sont aujourd'hui assez longues. Donc c'est vraiment ça. Souvent nous, quand ils comparent notre solution à ce qu'ils vont gagner, c'est ok, aujourd'hui combien de temps je mets à le faire, et demain, grâce à l'IA, combien de temps je vais le faire. Et en fait, ils disent, ça, quelque chose qui me prenait 4 heures ou 8 heures par semaine, je peux le faire en 5 minutes, là, ils voient vraiment un intérêt. Et donc, du coup, là, ils veulent aller plus loin. Donc, c'est vraiment souvent, nous, en fait, il faut une unité de mesure, et souvent, c'est le temps qui est l'unité où ils voient s'il y a un intérêt ou pas de le faire. Donc, avant la démo, juste nous, pour vous montrer Cogity dans quel écosystème on est. Vous l'avez compris, on est principalement PME, ETI. On a quelques grands comptes qui travaillent avec nous, mais c'est vraiment par opportunité. Nos interlocuteurs, souvent, c'est quand même, il faut que la direction générale soit convaincue et embarquée pour que derrière, que les métiers suivent. Et forcément, des fois, c'est le DSI ou le pôle informatique avec qui on échange en premier, mais très vite, il faut qu'on soit connecté au métier, comme on vous l'a dit tout à l'heure. On travaille avec des intégrateurs, des ESN, des cabinets de conseil, des éditeurs. En fait, des solutions IA sur le marché, en fait, on se rend compte que souvent les chefs d'entreprise, ils sont un peu perdus dans le flou. Pour ceux qui sont à la Vivatech la semaine dernière, l'impression que voilà, ça peut être oppressant en fait. On voit IA, agent IA, c'est partout et on dit je suis perdu. Donc en fait, il y en a qui disent et quand on est perdu, des fois, on fait rien. et là, c'est ce côté, c'est que ils vont faire plutôt confiance à leurs prestataires informatiques historiques qui les accompagnaient sur des sujets type migration de RP ou des choses comme ça, même s'il n'est pas expert IA, mais au moins ils disent lui, c'est vraiment c'est quoi mon métier, c'est quoi mes enjeux, et donc du coup, nous, on se dit c'est très bien, nous, on se met en retrait, et en fait, on accompagne ces personnes qui accompagnent leurs clients en venant avec de l'expertise IA. Donc souvent, c'est le modèle qu'on fait. Et donc, après, dernière slide sur l'architecture. Ce qu'on a vu, c'est que les utilisateurs de l'entreprise, avant, ils parlaient direct à une IA, donc DeepSeek, pas souvent d'entreprise, mais en gros, le sujet, c'était le prompt engineering. Il y avait vraiment des formations en 2024 où les collaborateurs étaient formés à bien savoir communiquer avec les IA. Et là, nous, on se rend compte, c'est que le prompt est mort en entreprise. Alors, c'est un peu provocateur, mais c'est dire que dans une même service, en fait, si on laisse la liberté à chaque collaborateur de prompter, entre deux collègues, il y en a qui vont bien le faire, d'autres mal le faire. Du coup, la réponse va être différente. Et il y en a, ils vont dire « Ah, mais c'est bizarre, machin, etc. » Donc, pour certains cas d'usage, ça l'est toujours, mais pour d'autres, on a plus ou moins essayé de masquer un peu cette hétérogénéité entre les collaborateurs. Donc, du coup, le collaborateur, lui, il va actionner un agent. Et l'agent, lui, il est vraiment au milieu. Donc, suivant l'agent, il accède à des sources de données. Donc, on dit, forcément, il faut savoir. Des process. Et donc, du coup, différentes IA. Donc là, nous, on est vraiment, on va dire, une sorte d'intermédiaire. On va masquer la complexité technologique pour le client pour que ce qu'il veut utiliser avec ses outils, ce soit fait sur le bon LLM. Donc là, suivant les exigences du client, minimum RGPD, mais des fois c'est ISO 27001, des fois il y a de la donnée de santé. Donc en fonction de ça, on fait intervenir la bonne IA qui sont souvent hébergées soit sur du Azure, mais bon, on pourrait même se connecter à une entreprise qui fait tourner son LLM on-premise, c'est aussi possible. Et juste pour finir, et après je te laisse la main, parce que je parle en réalité. Dans la conception, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de, et c'est peut-être aussi lié à la typologie des PME ETI qu'on adresse, que
les entreprises avaient peur des fois aussi de dire mais voilà, si je transmets toutes mes données à l'IA, demain en fait j'ouvre mon livre quoi, et si je sais pas il y a une faille ou quelque chose comme ça, bah, j'ai donné un peu mes recettes de cuisine et je peux être copié. Donc pour limiter ce côté-là, qui était vraiment un frein qu'on ressentait souvent, c'est que nous on déploie sur l'infra du client donc, un bridge, donc une VM, qui elle va être connectée directement soit à la base de données, soit au serveur fichier, enfin il va être vraiment déployé sur l'infra du client. Et c'est elle qui va envoyer de façon chiffrée les données aux IA et après qui sont réaffichées à l'utilisateur. Si tu veux préciser. C'est super bien résumé. Ah, ça va. Peut-être là on peut partir sur une démo pour vous montrer un peu les cas d'usage qu'on fait. Et sur chaque cas d'usage, je n'hésite pas à poser des questions et que ce soit assez interactif. Donc, ouais. Effectivement, on a fait le choix de vous montrer des cas concrets, des choses qui sont chez des clients, qui tournent, qui clairement leur servent au quotidien. On a vraiment vu, l'année dernière, il y avait eu une grosse prise de conscience que l'IA allait arriver, mais ce n'était pas vraiment en production. Et là, nous, on le voit depuis février, il y a une sorte de maturité, et je pense que c'est lié aussi à toute l'actualité, les relais qu'on a vus. Mais les chefs d'entreprise disent ok, maintenant ils ont mis à leur budget 2025, ok, on avance sur l'IA et même des tailles d'entreprise très modestes, mais voilà. Donc aujourd'hui ça avance. Donc en termes de plateforme, donc là vous êtes sur Cogity, on a vraiment deux entités qui cohabitent, la partie utilisateur pour les entreprises qui justement veulent qu'on gère entièrement leur interface. Je pense que là aujourd'hui c'est pas vraiment ce qui veut nous intéresser. Après, on a tout le builder no code. On a passé des mois à tester différents moteurs, voir si on pouvait s'appuyer dessus. Et au final, en termes de compliance, on n'a trouvé aucun qui arrivait vraiment à répondre à ce à quoi on voulait. Donc, on n'a pas dormi, on a fait note. Donc là, en termes d'agents sur la plateforme, on fait cohabiter, on va dire, 3 grandes familles. Les agents conversationnels, donc qui vont ressembler à peu près à ce que vous connaissez. Des agents vraiment purs automates, là on se rapproche du RPA. Et après des agents API pour tous les éditeurs qui souhaitent se connecter à nous. En fait, on a de plus en plus d'éditeurs et de SN dans notre cercle de clients. Leurs problématiques, ils n'arrivent pas à recruter de devs ou alors ils n'ont pas les budgets. Et en fait, sur tout ce qui est itération, ils n'y arrivent pas. Ils ont des roadmaps qui sont longues comme le bras et donc ils n'arrivent pas à fournir. Typiquement, ce matin, on était avec un éditeur on était en rendez-vous avec un client qui avait aussi convié son éditeur pour dire mais notre éditeur ne fait pas ça et j'aimerais l'automatiser. Donc nous on dit ok, on peut se connecter en API et donc lui il dit on a dans la roadmap d'ouvrir un serveur MCP, il avait dit 2026, ouais. Mais même on voyait qu'en fait il disait ça un peu pour rassurer les clients en disant on avance, mais on voyait que en fait voilà, c'était pas du tout un sujet maîtrisé. Et du coup, typiquement, ces éditeurs de taille moyenne, ils savent qu'ils doivent rajouter des features IA pour rester dans la tendance, mais aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire. Donc, typiquement, on les aide un peu à accélérer sur certaines... Soit on leur fait l'agence, soit effectivement ils sont autonomes pour le faire, et puis ils peuvent... je vais vous montrer plus côté builder, ce sera plus intéressant, je pense. Mais nous, l'objectif de la plateforme, c'est de proposer quelque chose qui soit robuste, avec du load balancing par exemple d'IA. Vous avez, je pense, vu la grosse panne de la semaine dernière, c'était beaucoup d'applis se sont retrouvées down parce qu'elles étaient juste dépendantes que d'OpenAI. Anthropic, c'est Anthropic qui était down. Donc en fait, on peut load balancer, on peut faire du mode dégradé comme avec votre téléphone, passer de la 5G à la 4G, envoyer en fait le flux d'une IA à l'autre. Si demain une IA se met à induire des biais parce que il y a un changement de politique d'entreprise et en fait, on n'a pas à rappeler les prestats pour dire ok, est-ce que tu peux me changer ton code pour passer d'Anthropic à OpenAI ou autre. Donc voilà, un peu la philosophie de la plateforme, agnostique de bout en bout, on se connecte à de plus en plus d'outils. Clairement, sur le terrain PMETI, ils ne sont pas très sexy. Donc ça va être vraiment des ERP, des choses très que Dust ne fera pas. Ouais. Donc voilà. En fait, nous, on est vraiment, là, à Vivatech, on échangeait par exemple avec les gars de Mistral. Eux, ils disaient, en plus, ils ont Macron comme VRP en ce moment, donc ils ont une presse. Ils en peuvent plus. Ouais. Et en fait, ils disaient déjà, ils n'arrivent pas à délivrer au bois du 440 ce qu'ils aimeraient délivrer. Ils sont sous l'eau, en fait, ils peuvent pas. Et donc, ils disent,
Les PME, ETI, on a dit, bah, nous on aimerait bien une IA française, hébergée en France, etc. Donc ils nous parlent d'Israël, etc. Donc on dit, ouais, bah, on va le faire. Mais du coup, nous on va vraiment en fait, adresser un segment de marché qui ne sera pas adressé en direct par les gros avant un petit moment, parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire avec soit le marché public ou les grosses boîtes. Donc nous, on vient vraiment sur ce segment, dire bah ok, eux de toute façon, ils n'y arriveront pas tout seuls, donc on vient vraiment les aider sur cette partie-là. C'est ça. Donc on a fait un petit regroupement, montré des démos d'agents, alors certaines ont été un peu simplifiées. On va dire la première famille, celle qui vraiment fait gagner du temps, c'est des données déstructurées qui arrivent sur un événement type un email, un FTP, un fichier qui tombe, et en fait une normée et bien l'insérer dans un outil. Ce pattern-là, on le recroise en fait sur tout type d'entreprise. Ça va de la boîte d'intérim qui a des heures à saisir, donc en fait ils ont 5 personnes, 10 personnes à la saisie. On le retrouve dans les boîtes d'assurance, on le retrouve chez des avocats, donc des emails, des emails à dépiler avec tout un flot d'événements. Typiquement, c'est des gens qui reçoivent plein d'emails et qui doivent les rentrer dans un outil. Donc c'est à chaque fois, c'est 15 minutes, 20 minutes en fonction de la tâche à faire pour, entre guillemets, faire des copier-coller, si je simplifie. Et en fait, des fois, ils peuvent pas vraiment, enfin, ils pouvaient pas l'automatiser parce que, comme vous savez, les données sont pas structurées ou alors des choses comme ça. Donc c'est là où on vient les aider. Clairement, on le voit dans les organisations. Alors, autant tout ce qui est PME-ETI, ils n'ont même pas de DI, rien. Quand on arrive sur des entreprises de taille intermédiaire, là, ça va être peut-être un EDI qui traite 30-40% de la charge pour tout ce qui est normé. Mais tout le reste, tout le bruit, c'est pas traité. Donc là, c'est des petites mains qui toute la journée le font. On a une stat qu'on aime bien mettre en avant, mais c'est 80% des gens n'aiment pas leur travail. Et à côté de ça, les entreprises nous disent qu'elles n'arrivent pas à recruter. On dit, t'as vu la tête du job? Tu dis, non, ouais, effectivement, ça marche pas. Donc, souvent le PDG nous cale, c'est bien, je vais pouvoir licencier tout le monde, donc c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Donc, en tout cas, je vais vous faire une démo. Bon, après, je pense que vous avez compris la logique. Ça va donc là, on a essayé de le mettre sous format de démo. Je vous montrerai côté builder, je pense, comment ça marche. Mais en fait, on vient faire rentrer des données qui ont des formats. Donc là, c'est des courriers d'assurance. Et l'idée, c'est de venir le sortir en JSON pour ensuite le déposer à un endroit et que soit le DI le traite, soit nous, on va push direct dans les API. Alors, on est très loin du fine-tune. Là, vraiment, c'est pas des choses qui sont très complexes, mais clairement, ça fait gagner du temps. Et là, on traite, rien qu'avec cet agent-là, on doit traiter 300 dossiers par jour. Et derrière, en fait, les équipes peuvent se tourner vers les cas qui sont vraiment complexes et faire plus du recontrôle. Et en fait, là, on vient en fait extraire plein de données. Donc là, par exemple, c'est des données d'assurance, un véhicule qui a cogné un autre. Et donc, il faut traiter ça. Et en fait, ce que dit le chef d'entreprise, c'est que là, les personnes qui aujourd'hui faisaient que de la saisie, maintenant font du relation client, donc relation avec les assurances, relation avec les clients. Et en fait, on peut le voir dans les deux côtés, mais en tout cas, nous, le discours qui nous tient, c'est qu'il redonne un peu de la valeur au job qui s'était transmetté en vraiment de la saisie quasiment toute la journée. C'est ça. Donc, quel que soit le point d'entrée. Après, on vous montrera la partie builder, ce sera intéressant. Peut-être après. Ouais. Ou alors tu alternes, comme tu veux. Donc ça, on va dire, c'est la première grande catégorie des agents qui font vraiment gagner du temps. On commence à mettre en place des agents à accumulation. Donc c'est-à-dire, on va avoir par exemple des mails qui vont tomber toute la journée. Ça vient accumuler une pile, vraiment une sorte de pile de cache. Et par exemple, tous les jours, on vient faire une synthèse quotidienne. C'est des mécaniques qui sont en termes de code pas complexes, mais on a pu en tout cas le faire en mode no-code. Tous les mails tombent. Ça vient leur faire empiler. Donc là, on vous montrera comment ça fonctionne. On empile une grosse pile et synthèse quotidienne. Haute famille, tout ce qui est conversationnel, donc là, le RAG. Ça, typiquement, les agents RAG, on les croise de moins en moins et ça va être pour des cas de support, donc de l'onboarding de nouveaux collaborateurs. Là, moi, je suis au support, je viens d'arriver dans une boîte, il y a des outils super complexes, par exemple médicaux. Les documentations font toutes 500 pages, j'y comprends rien, et mon N+1 il est en vacances. Là en fait l'agent il va servir à chatter. Donc dire on gagne beaucoup de temps, mais ils sont quand même sujets à hallucination. Je pense que vous en parlerez bien mieux que moi.
Donc là-dessus, quand typiquement il y a quelqu'un qui nous dit mais on veut un chat GPT mais connecté avec l'ensemble de nos données de l'entreprise et que ça marche comme ça, on lui dit c'est pas possible. Donc soit on lui montre et qu'il va voir que les résultats sont très déceptifs, et après on lui dit mais par contre ça peut fonctionner mais on va vraiment devoir entre guillemets découper par service. Il faut vraiment réduire un peu le périmètre pour que les résultats soient bons. Et après c'est une habitude mais à la fin en fait ils y arrivent mais il faut, comme on disait tout à l'heure, il faut redécouper le souhait global. Dernier point, des agents type audit, c'est-à-dire on a par exemple des data lakes, des choses comme ça. Donc là vraiment des gros datasets. En fait on a toute une première phase de collecte de données. On va chercher des amas, donc ça va être par exemple croiser des données sur une API GraphQL avec un Salesforce, un SAP, des choses comme ça. Donc là en fait on va piocher les données. On a des jobs là qui sont plus de l'ordre du script, qui vont venir agréger, resserrer pour que ça puisse rentrer dans un contexte. Alors, les LLM acceptent de plus en plus de gros contextes, mais on a du mal à cadrer les résultats en sortie, donc on envoie tout ça, et puis après on va faire jongler plusieurs LLM. Donc certains qui vont nous faire des blocs de synthèse, d'autres des calculs, voilà, on essaie comme ça. On peut peut-être le côté builder, après si vous voulez on crée un agent ensemble, comme ça vous voyez comment ça fonctionne, et après si vous avez des questions. Côté builder, on va se rapprocher de tout ce qui est plus DevOps. En fait on monte des pipelines, donc on tire des agents, enfin l'agent est un terme purement marketing, en fait ça va être une boîte, dedans on va mettre des actions, c'est des tunnels, un point d'entrée ou des points d'entrée, une sortie. Donc en fait, comme disait Florent tout à l'heure, au collaborateur, surtout quelqu'un on voit tout ce qui est autour de la direction, s'amuser avec le prompt, ils sont à l'aise, il n'y a pas de souci. À la marge, un petit peu plus à la marge quand on descend dans l'entreprise, mais on essaye de cadrer, on leur met plus ce qu'ils vont connaître, donc ça va être des formulaires, des choses qui cadrent en fait les inputs. Comme ça, eux, ça leur permet de vraiment une répétabilité dans les cas. Et nous, ça nous permet aussi de surveiller, contrôler que les résultats sont toujours bons. Donc nous on va tirer en fait je vais vous montrer par exemple l'agent qui traite les emails. On va monter un moteur qui permet d'empiler des tâches. Donc là en fait on va avoir un point d'entrée, typiquement c'est un email qui tombe. Donc on pose un trigger. C'est en soi du MQTT assez basique. On a justement un reroutage, une route NX qui reroute vers après un MQTT. Donc là on tire en fait une adresse mail. Et on dit au client, ok, forward nous tous les mails qui viennent de ce donneur d'ordre. Donc là, ça déclenche l'agent. L'agent va venir traiter la pièce jointe. On passe dans un LLM qui va venir faire du JSON. 5 minutes. Okay. On a un peu de conditionnel assez basique et on envoie des emails si c'est réussi ou pas réussi. Donc là, typiquement, c'est là où tu disais c'est agnostique. C'est que là, typiquement, là, tu es sur du GPT 4.1, tu peux en fait. Ouais, c'est ça. Demain, on peut rerouter tout le flux en fait vers un Gemini, vers un Anthropic. En fait, on a juste à changer la service connexion et puis en fait, on vient complètement basculer. Voire on peut le balancer, donc, comme je disais tout à l'heure, pour éviter les pannes. Ça, en fait, typiquement, un agent comme ça est super critique parce que l'entreprise qui met ça en place va économiser, gros guillemets, 4 équivalents temps plein. Donc, elle va pouvoir faire entrer plus de dossiers et va pas staffer en conséquence. Si demain l'agent tombe, c'est une vague de dossiers qui se retrouvent à être traités manuellement. Et donc, en fait, c'est ultra critique. Donc, c'est ce qu'on va reprocher, par exemple, alors après, un N8N tient pas la charge. En tout cas, sur des cas qu'on a pu tester, on n'arrivait pas à obtenir une robustesse et faire du clustering vraiment propre pour assurer en tout cas vraiment que c'était. Donc là, en fait, on va. Là, on appelle. Donc là, ça va être Azure AI, c'est standard, un peu conditionnel. On vérifie si tout est bon et si c'est bon, upload sur un FTP et puis on appelle une API. Donc voilà. Et donc là, en fait, nous concrètement, pour monter un agent, on tire en fait une boîte à outils au client. Il a des jobs pour call de l'IA. On lui tire des applicatifs avec des actions. Et on se rapproche du MCP. Donc en fait, on va venir par exemple, je sais pas, pour un SEMrush, on vient tirer en fait toutes les actions qui sont possibles avec des inputs.
et ça permet en fait de monter ça. Non, on laisse du temps pour les questions, du coup. Ouais, ça pourrait être intéressant, je pense, d'échanger, même vous, sur vos retours, si vous avez déjà vu si vous avez dans votre boîte des enveloppes qui tournent, si vous en avez mis en place.